faire une petite présentation en fait du début de l'arc, de la préhistoire jusqu'à maintenant. Voilà. Qui a une petite idée de quand l'arc en gros a été inventé? Une datation. 20 000 ans. Ils ont trouvé des flèches il n'y a pas longtemps, 50 000 ans, un peu comme ça, je pense, récemment. Alors, officiellement, vu les fouilles, on sait qu'on a retrouvé, on a trouvé des fragments d'arc qui datent de 12 000 ans. Mais actuellement, il n'y a pas très longtemps, on a trouvé en fait des pointes qui correspondraient à des flèches de pointe plus qu'à de saguets ou autres, vraiment adaptées à la flèche qui daterait en gros entre 59 000 et 66 000 ans. Voilà. Donc on peut dire que l'arc est vraiment un objet, vraiment l'objet le plus vieux qu'on puisse trouver en fait, quasiment, qu'on trouve encore maintenant, quoi. Donc en gros les arcs qui datent de 12 000 ans ressemblaient voilà, un peu à ce style d'arc. Enfin, on trouvait plus voilà, du longbow comme ça en structure en D, très simple, à savoir qu'à l'époque ils travaillaient ce genre de matériaux, donc ils travaillaient surtout chez nous en Europe, beaucoup l'orme, le frêne et l'if, mais le fragment d'arc qu'on trouve le plus communément, c'est vraiment l'orme. Ici, en Europe du Nord, beaucoup l'orme qui est un excellent bois. Alors, je ne vais pas dire que c'est meilleur que l'if, mais personnellement, en arc comme ça du bois, moi je pense que vraiment l'orme, c'est vraiment le bois le plus solide qu'on peut trouver par rapport à l'if, qui est un bois assez fragile qui va casser assez rapidement. Voilà. Donc là, c'est vraiment des arcs qu'on retrouvait communément, donc 12 000 ans jusqu'en gros à l'arrivée du néolithique. Donc, mais c'est pour ça qu'on est dans les chasses traditionnelles d'ailleurs. Tout à fait, voilà. Donc voilà, je vais faire un petit... tout à l'heure, on parlait de chasse, vraiment de tir précis, le plus près possible. À savoir que beaucoup d'études ont été faites avec des tribus encore vraiment perdues en Amazonie ou en Afrique. À savoir qu'une flèche à l'époque, c'était vraiment l'arc, c'était très important, mais les flèches qu'ils fabriquaient, le temps qu'ils passaient sur une flèche était vraiment un produit rare, donc ils s'appliquaient vraiment au tir. Voilà. Et puis ils n'avaient pas non plus, il fallait qu'ils mangent, donc le tir était vraiment d'une précision. Il y a beaucoup d'études même avec des tribus amérindiennes où le tir c'est vraiment tirer très près pour être sûr vraiment de manger le soir. Voilà, c'était très important et le matériel aussi. Donc voilà. Donc on utilisait à l'époque voilà, ce style de flèche avec des pointes en silex. Donc on a vraiment une gamme, comme maintenant, une gamme de tout type de pointes en silex ou beaucoup aussi en os, en bois de serre. Enfin voilà, il y a vraiment une gamme bien élaborée, un peu pour tous les gibiers, quoi. On a même retrouvé des flèches pour tirer en fait les canards qui sont posés sur des plans d'eau. C'est-à-dire une flèche avec ici comme un mini ballon de rugby, on va dire, qui est destiné à rebondir sur l'eau pour essayer de toucher le plus possible d'animaux, quoi. Voilà. Donc il y a vraiment une gamme assez importante. Voilà. Donc bien sûr, à l'époque, voilà, plume, bien sûr, pas de plastique. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment des flèches qu'on va retrouver. Bon là, cette flèche, elle est en pin, et voilà. Là, cette flèche, là, c'est une flèche Apache, un peu plus moderne déjà, elle a une pointe en acier. Et voilà, donc là, on a vraiment une pointe. Voilà. Donc voilà, là, on a vraiment, je vous dis, le panel. Si vous avez l'occasion, je vais faire un peu de publicité pour le musée de Crépy-en-Valois, si vous voulez vraiment, sur les vieilles pointes comme ça, on a vraiment un spécialiste, un Belge qui vient tous les ans au Forum des facteurs d'arc. Il taille en direct des silex, il a vraiment toute la collection possible, imaginable de flèches. Voilà. Vous pouvez même venir parce qu'on a énormément de facteurs d'arc à venir. On peut même essayer tous les arcs disponibles, des meilleurs facteurs d'arc français, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc à l'époque, les fûts, ils pouvaient être en pin, comme la flèche qui est là, mais on utilisait beaucoup style du bois, style fusain, noisetier, enfin tous les jeunes pousses en gros, voilà, qui pouvaient faire office de flèche. Et à l'époque, on ligaturait beaucoup, c'est avec du tendon et de la colle de poisson, par exemple. La colle de poisson, c'est très très vieux, ou de la colle de peau. Voilà. Ensuite, on va voir une petite évolution vers 5000, 7000 ans avant Jésus-Christ. On va arriver, là on retrouve déjà plus de traces d'arc.
On va déjà plus arriver sur des arcs un peu plus évolués, style flatbow. Donc vraiment des arcs très simples, hein, donc faits avec des morceaux de silex. Hein. Les grattoirs à l'époque c'était vraiment du silex. Et je peux vous dire que j'ai déjà essayé, c'est pas évident. Donc à l'époque ils travaillaient surtout sur des essences de bois vert. Voilà. Plus facile à travailler, et comme ils avaient le temps, en fait le bois était chauffé. Voilà, celui-ci par exemple, voilà, il a été travaillé vert, et on le passe à la flamme en fait pour le durcir et lui donner aussi beaucoup plus de puissance. Donc en gros, on peut couper une branche d'arbre et en 2-3 jours, on peut avoir un arbre entièrement fonctionnel et très très solide. Parce qu'en gros, le bois va se trouver un peu, en le chauffant comme ça, en durcissant, il va plus ou moins fossiliser et on va avoir un arc qui va durer vraiment dans le temps. Donc c'est pas négligeable aussi. Donc au Mésolithique, on arrive vraiment même à des modèles. Dans celui-ci, c'est une version... Une version lamelée, fibre de verre, bois, mais voilà, on avait ce qu'on appelle le molgabé. C'est des arcs qui ont été retrouvés entiers dans des tourbières au Danemark qui datent de 6000-7000 ans avant Jésus-Christ. Donc voilà, on avait vraiment des designs très particuliers, mais vraiment un design fait vraiment pour la chasse ou la limite la guerre, parce qu'on a vraiment un arc qui est vraiment étudié pour la chasse. Cette partie-là vraiment est faite pour vraiment absorber la vibration et surtout le bruit. Voilà. Beaucoup de scientifiques d'ailleurs se sont posés la question pourquoi 7000 ans avant Jésus-Christ ont été capables de faire des arcs comme ça avec un design aussi avancé. C'est-à-dire qu'on a une partie très large sur le bas de la branche en fait qui va donner énormément de puissance et une partie très fine qui va donner encore plus de rapidité à la flèche. Voilà. On connaît la puissance moyenne des arcs à cette époque-là? Alors c'est très difficile parce qu'on retrouve généralement c'est des arcs pour enfants. Mais bon, estimé, on est entre 35 voire 70 livres grand maximum. Après, les grandes puissances, on les retrouve vraiment, par exemple, à partir du Moyen-Âge, vraiment pour la guerre. Voilà. Mais sinon, en puissance moyenne, hein, on le voit même dans les tribus amérindiennes ou un peu partout, vraiment encore des tribus primitives, ça ne va pas au-dessus de 50 livres. Voilà. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment la chasse à l'approche, vraiment tir quasiment, on va dire, figeant. Enfin, voilà, c'est vraiment, mais vraiment pas de grosse puissance. Hein. Je crois que au Danemark, je crois qu'il y en avait un qui devait faire dans les 60 livres. Voilà. Et on a un deuxième modèle, hein, pareil, qui est un peu dans le même style, mais la branche est complète, et on a cette partie ici, 20-30 cm, pareil, qui est utilisée en fait justement pour la chasse aussi, pour absorber les vibrations, pour éviter aussi le bruit, quoi. Voilà. Donc ensuite, on va arriver, là, on ne va pas avoir d'évolution notable, hein, de toute façon, jusqu'au Moyen-Âge. On va vraiment rester sur du longbow, du flatbow. À part qu'en Asie ou en Europe centrale, on va arriver sur tout ce qui est art composite. Parce que l'art composite, c'est pareil. On imagine que voilà, non, c'est très récent, ils n'avaient pas de colle pour coller. À savoir que voilà, l'arc, on a des traces d'art composite qui datent de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Hein. Les arcs style mongol, hongrois, ils sont très 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 anciens. Ils étaient capables vraiment de faire des arcs super, vraiment le top, hein, on va dire que on parle beaucoup par exemple de l'arc anglais, du longbow anglais à de grosses puissances, mais à savoir que par exemple les arcs magiaires de l'époque, c'est-à-dire les arcs hongrois, pouvaient avoir des puissances pareilles jusqu'à 150 livres, mais par contre vu la légèreté, parce que bon un arc de 150 livres en if, voilà, ça fait un tronc d'arbre comme ça. Hein. Voilà. Par contre voilà l'avantage des arcs style magiar, c'est qu'ils ont un peu le même design de ce modèle-là, à part que voilà, le zillon repart ici on a exactement le même rapport force quoi en fait. Hein. Et ces arcs-là étaient capables d'aller 2 fois plus loin. Par exemple, un arc de 150 livres anglais, on n'envoie pas une flèche à 400 mètres. Hein. Faut pas rêver, hein. Il n'y a que dans les films qu'on voit. Généralement, c'est 350 mètres bien portés. Hein. Par contre, avec ce style d'arc magiar ou bien perse, je crois qu'il y a pas mal d'écrits de toute façon là-dessus. On est sur des distances de 650 mètres, entre 600 et 700 mètres. Voilà. Donc pendant la guerre de 100 ans, on aurait eu, au lieu de prendre des arbalètriers suisses, on aurait pris des mercenaires magyars. On pouvait largement tirer sur les lignes ennemies et des archers anglais qui étaient derrière. Voilà.
Donc on n'a pas vraiment d'évolution, vraiment jusque, on va dire, guerre de 100 ans, où au contraire on a même régressé un peu pour avoir, voilà, là ce modèle-là c'est ce qu'on appelle un arc bourguignon avec une forme légèrement récurvée sur la pointe, qui permet par rapport à l'arc anglais, le grand arc, c'est dommage j'en ai plus en ce moment, le grand arc anglais qui fait quasiment 2 mètres, hein, ça permet d'avoir un arc beaucoup plus compact, voilà, un peu comme pour la chasse. Hein. Voilà. Mais voilà, ces arcs-là étaient beaucoup utilisés, donc nous en France, en Europe, pour la chasse et pour la guerre, mais beaucoup aussi pour la chasse. Hein. Et savoir que les archers servaient aussi beaucoup à nourrir les campements quand les troupes se déplaçaient. Hein. Donc ils chassaient énormément. Voilà. C'était vraiment un élément, on va dire, indispensable de toute façon. Depuis la création de l'arc, on peut dire qu'il a servi à se nourrir. Voilà. Et après, donc, jusque, on va dire, 1800-1700, on arrive à des arcs un peu plus composites. Surtout grâce aux Anglais, on va dire, qui ont gardé quand même, comment dire, toujours cet aspect un peu guerrier, arc, voilà. Déjà à la base, l'arc anglais, l'arc anglais, en fait, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est les Gallois, en fait. Parce que les Gallois, en fait, se sont toujours battus contre les Anglais, et comme ils étaient en nombre inférieur, ils avaient un territoire qui permettait de faire un peu de guérilla, ils traquaient un peu les Anglais à l'arc, voilà. Et ça permettait aussi de se nourrir, bien sûr. Et donc les Anglais se sont aperçus que l'arc anglais, enfin l'arc gallois améliorait un petit peu, alors ils n'ont pas fait grande amélioration, au contraire, ils ont même plutôt... on va dire, ralenti un peu la base de l'arc, c'est qu'ils ont mis d'énormes poupées en corne, hein, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu des arcs anglais, voilà. On ne sait pas exactement à quoi ça pouvait servir, peut-être pour se défendre et encore, mais par contre, en termes de facture d'arc, ça alourdit énormément le manche, par contre, voilà. Et les Gallois, eux, l'avaient pris aux Vikings, qui avaient déjà ce genre de modèle d'arc, voilà. D'ailleurs, les Vikings, eux, avaient très rapidement compris qu'il y avait des arcs mieux que les leurs. Ils avaient, donc comme ils voyageaient beaucoup en Asie, en Europe centrale, ils ont découvert ces arcs magyars et se sont servis beaucoup pour la défense de leurs différentes citadelles qu'ils avaient un peu partout en Europe. On retrouve énormément de matériel, que ce soit des flèches, des carquois ou des arcs magyars. Voilà. Donc ils avaient une supériorité, on va dire, sur leurs ennemis. En gros. Eux s'en servaient beaucoup aussi en combat rapproché. Hein. Comme en Europe centrale, ils ne tiraient pas la volée, c'était vraiment sur le champ de bataille, ils étaient capables de décocher 10 flèches en 30 secondes. Hein. Voilà. C'est même impressionnant à voir. Donc voilà, on arrive au 18e, 17e siècle. Voilà, les Anglais commencent comme on commence un peu à voyager un peu partout dans le monde, on est capable de ramener des essences maintenant d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Donc on trouve des bois bien adaptés pour la facture d'arc et aussi pour les collages. Donc à cette époque-là, on trouvait beaucoup des arcs comme celui-ci en épée bambou par exemple, hein, ou en iroquois, en osage, voilà. Mais on restait vraiment sur ce genre de modèle, hein, simple flatbow ou vraiment beaucoup de longbow. Voilà. Et donc dans les années 1950, on a inventé l'arc moderne. Voilà, on est arrivé sur des arcs, voilà. Oups. Sur du flatbow, et là, en 1950, on a inventé le repose flèche. Voilà. Qui permet de tirer après avec un peu n'importe quel style de flèche, hein, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un spinage vraiment important pour aussi tirer. Et donc là, on a vraiment commencé à faire des arcs vraiment composites. Voilà. Donc après, on a commencé à faire des arcs récurves. Donc en fait, l'arc récurve fait pour la chasse, comme le petit rôdeur là, en fait, il vient en fait de la compétition. Hein. On a commencé à faire des arcs récurves. En fait, c'est parce qu'on a un effet de levier. En fait, quand on va armer, quand on a un viseur en classique, en fait, on va avoir cet effet de levier pour maintenir en fait la position de tir le temps de tir. Voilà. On a une faiblesse dans la branche, on en profite voilà, pour tirer. Et donc on s'est aperçu que voilà, plus on pouvait récurver un arc, plus on pouvait en gros le faire court. Donc c'est pour ça qu'on chasse beaucoup avec
des arcs très courts, hein, voilà, à partir de 50, de 54 pouces, on peut avoir des arcs maintenant jusqu'à 60 pouces, voilà, on trouve communément. Mais le désavantage par contre d'un récurve, c'est qu'il va être beaucoup moins précis que même un flatbow comme ça. Voilà. C'est son design en fait, hein, la courbure va donner un peu moins de précision qu'un flatbow. Voilà. Et c'est pareil, on a donc l'évolution des flèches, hein, on arrive au cours des années. Hein. Toc. Parce que bon, avec les silex, on avait une gamme, avec les os, tout ça, on avait les bois, on avait une gamme importante de flèches, de pointes de flèches redoutables. Donc à partir de l'âge de fer, hein, on a commencé l'âge de bronze, on a commencé un peu à trouver tout ce qui est feuilles de laurier, pointe en losange, pointe de chasse, il y a une gamme, pointe en demi-lune, enfin voilà quoi. Alors les pointes en demi-lune, on dit beaucoup, oui, les pointes en demi-lune, c'est fait pour couper le cornage des bateaux. Alors non, c'est fait en fait pour la chasse aux oiseaux, on voit. Et ça, on le retrouve sur beaucoup de... en Égypte, sur beaucoup de... comment de... Voilà. Et on voit en fait les pharaons chasser avec ces formes en demi-lune, en fait ils chassaient les gibiers d'eau avec en vol, quoi. Voilà. Et moi j'ai déjà essayé, parce qu'on nous demande des fois de faire des choses, des essais comme ça. Pour dire couper un cordage de bateau qui est comme ça, il faut être un sacré bon archer. Et il faut au moins taper au moins 15-20 fois au même endroit. Donc voilà, c'est vraiment le coup de vol. Bon, à la limite, pour endommager une voile, pourquoi pas. Voilà. Mais bon, au Moyen-Âge, hein, c'est un peu pareil. Hein, même avant, c'est surtout les Vikings qui ont inventé beaucoup de pointes. Ils ont même inventé une pointe, en fait, comme une flèche. Je ne vais pas vous apprendre, hein, la flèche tourne sur elle-même, en ondulant. La pointe, en fait, cette pointe-là, elle a comme un forêt, en fait, elle a un système. En fait, quand elle rentre, une fois qu'elle rentre, elle retourne. Voilà. Donc l'ennemi, quand il est blessé, qui veut renlever la flèche, en fait, elle refait une plaie. Voilà, donc une double hémorragie. Ils ont inventé un tas de pointes comme ça, ou alors des pointes vraiment, voilà, qui tiennent pas sur la flèche, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les moyens de maintenant. En fait, la flèche, quand elle rentrait, le blessé tirait la flèche, et la flèche, la pointe restait. Donc, voilà, il y avait plus de morts après la bataille que pendant la bataille, hein, généralement. Voilà. Donc là, on a eu vraiment une explosion de pointes. On a eu les pointes incendiaires. Enfin voilà. De toute façon, nos pointes modernes de chasse, hein, faut pas. C'est dommage, avant j'avais une pointe qui datait du Mésolithique. Alors vraiment taillée, vraiment en forme de pointe de chasse. Hein. Et aussi, c'est aussi coupant. Moi, on a fait des tests sur des arcs molgabés comme ça, avec ce style de pointe. Et des pointes en silex vraiment faites par un spécialiste dans une carcasse de bœuf. On a exactement la même puissance, enfin la même pénétration. Il n'y a pas de. De toute façon, c'est aussi coupant. Faut pas. Donc c'était vraiment aussi mortel que nos pointes de chasse. Et en plus, ils étaient en deux parce qu'ils mettaient des fois même encore sur les côtés d'autres pointes, hein, comme on retrouve sur ce style de pointe. Hein. Des petits ergots comme ça, ils en mettaient. Ils avaient bien compris que voilà, le gibier, il fallait qu'il reste sur place. Voilà. Donc voilà, on est vraiment dans une évolution. Hein, voilà, un peu, ça fait voilà. Là, bon, la flèche Apache, elle est un peu différente parce qu'eux, ils n'avaient pas la même évolution que nous en Europe des pointes. Donc quand les premiers colons sont arrivés, qui ont ramené le fer, ils ont abandonné leur flèche en pointe en obsidienne pour voilà, ce genre de modèle. Voilà. Alors vous avez encore aussi un avantage, hein, c'est que vous n'êtes pas touché par le plomb, vous. Voilà. Donc voilà, après voilà, l'évolution des arcs, on a maintenant une gamme, les facteurs d'arc, maintenant on a une évolution vraiment dans les matériaux. Avant, on partait dans les années, en fait, Howard Weil, Jean-Marie Coche, qui est encore plus récent, on partait plus sur des branches avec des bois exotiques assez lourdes. Maintenant, nous, facteurs d'arc, on essaie de trouver des essences de bois beaucoup plus légères pour avoir des arcs beaucoup plus rapides
et garder, par exemple, un arc maintenant 45 livres. Par rapport à certains vieux arcs, ils vont avoir la même capacité de tuer. En pénétration, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on essaye vraiment d'évoluer aussi dans le sens, donc voilà, entre l'évolution de ce modèle-là, mais ça, voilà. Bon, il y a autant d'heures de travail, il ne faut pas croire, mais voilà, c'est vraiment les deux bon, il y a l'arc à poulie encore qui arrive, le compound, mais voilà, on est vraiment sur deux modèles totalement différents, mais qui font le job, tous les deux, de toute façon. D'ailleurs, on retrouve maintenant, il y a certains chasseurs maintenant qui nous commandent des longbows en bambou épais comme ça pour avoir. Parce qu'en fait, le bambou épais, ça va être en fait le milieu entre le bois niveau rapidité et un arc lame collé comme ça. Voilà. C'est un bon compromis entre les deux. Voilà. Si vous avez des questions. C'est complet. Belle présentation. Merci. On pourra essayer quelques modèles après si vous voulez.